Bonsoir à tous et bienvenue à la une de l'actualité judiciaire. Le verdict du procès en appel des proches de Guillaume Soro. Sur la liste des 11 prévenus condamnés en première instance, 2 d'entre eux, Alain Lobognon et Félicien Sekongo, ont été acquittés. Les 9 autres ont vu leurs charges et peines confirmées. Leur conseil annonce un pourvoi en cassation. Dans ce journal, nous irons à Yamoussoukro, précisément à l'hôpital Saint-Joseph-Moscati, qui a accueilli la première dame de Côte d'Ivoire. Aux côtés de Dominique Ouattara, la directrice de l'hôpital pédiatrique de l'Enfance Jésus de Rome, les réalités de l'établissement sanitaire ont été passées au peigne fin. Et puis cet autre cas d'incivisme dans le secteur de la construction qui a causé l'effondrement partiel d'un immeuble en chantier ce lundi dans la commune de Treichville. Heureusement, pas de perte en vie humaine, quoique des ouvriers sur le chantier ont été légèrement blessés. Il était attendu vendredi dernier et c'est finalement ce lundi après-midi qu'est tombé le verdict du procès en appel des proches de Guillaume Soro. Sur la liste des 11 prévenus condamnés en première instance, 2 ont été acquittés. Alain Lobognon et Félicien Sekongo, les 9 autres, dont Souleymane Kamaraté, dit Soul to Soul, ex-chef du protocole de l'ex-président de l'Assemblée nationale, ont vu leurs charges et peines confirmées au désarroi de leur conseil qui annonce un pourvoi en cassation, là où les parties civiles saluent l'arrêt de la Cour. Le récit de Thiemé Dandje et Tanguy Konan. Cour d'appel du tribunal d'Abidjan-Plateau. Aux portes de la juridiction criminelle siégeant en assises, plusieurs proches des 11 prévenus à ce dernier round du procès en appel de l'affaire atteinte à la sûreté de l'État et trouble à l'ordre public. À terme, les nouvelles ne sont pas celles attendues par 9 à la barre, dont 7 proches en larmes. Ils retournent dans leur pénitencier avec charge et peine confirmée. 2 autres, notamment l'ex-ministre Alain Lobognon et Félicien Sekongo, sont eux acquittés et regagnent leur domicile. En retrait, avocats de la défense et partie civile se prononcent sur le verdict du jugement en seconde instance. La défense avait eu le droit d'aller mieux se préparer pour revenir, jusqu'à ce qu'on découvre que les choses commençaient à s'assombrir. Quand on nous a refusé la comparution de nos témoins, là où la loi fait obligation de le faire, on nous a opposé le pouvoir discrétionnaire du juge. Déjà, les choses devenaient graves. Et puis à la fin, voilà, c'est les déluges de peine. Reposant sur quoi? Pour nous, rien du tout. Nous n'allons pas abdiquer, nous allons continuer jusqu'à aller en cassation, jusqu'à ce que la volonté triomphe. Parce que, comme je l'ai dit, il faut croire, même avec la dernière énergie, que les choses peuvent changer. Même une seconde de foi est une cause d'espérance. Nous n'allons pas abdiquer. La Cour vient de répondre à 3 questions. La première, est-ce qu'il s'agit de faits avérés? La Cour a répondu oui. Est-ce que les personnes qui sont présentées comme jugées sont-elles impliquées dans ces faits criminels? La Cour a répondu oui. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire méritait de se constituer partie civile et à prétendre à des intérêts pécuniaires en termes de dommages et intérêts? La Cour a répondu toujours oui. La Côte d'Ivoire est partiellement satisfaite. Et nous nous réjouissons de cette décision qui se présente désormais comme une vérité judiciaire sous réserve des droits de recours qui appartiennent effectivement à chacune des parties. Dans son arrêt, faut-il le souligner, la Cour criminelle, statuant contradictoirement, a déclaré irrecevable l'appel des condamnés Guillaume Soro, Afoussiata Bambalamine et 5 autres prévenus hors du territoire national et condamnés par contumace. Direction maintenant Yamoussoukro et nous nous rendons à l'hôpital Saint-Joseph-Moscati qui a accueilli la première dame de Côte d'Ivoire. Aux côtés de Dominique Ouattara, la directrice de l'hôpital pédiatrique de l'Enfance Jésus de Rome, les réalités de l'établissement sanitaire ont été passées au peigne fin. Il est attendu un renforcement des capacités de l'établissement hospitalier, une doléance à laquelle a répondu favorablement la First Lady qui a invité la population de Yamoussoukro à fréquenter l'hôpital. Nadia Eja, Mathurin Badé. Construit depuis 2015, l'hôpital catholique Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro veut accroître son impact dans le système sanitaire. Cela grâce à l'implication des plus hautes autorités. C'est la volonté exprimée par les responsables de l'établissement hospitalier
au cours de la visite de la Première Dame. Madame la Première Dame, Monsieur le Ministre, je vous supplie du fond du cœur de continuer à assister l'hôpital Saint-Joseph-Moscati parce que l'aide que vous lui apportez est un grand appui pour les populations locales et soyez certains que tout ce que vous investisserez dans cet hôpital sera utilisé dans le meilleur des cas possibles pour ces personnes qui sont visées. De 3e niveau, avec un plateau technique relevé, plus de 200 lits et 17 services, cet hôpital bénéficie depuis peu d'une subvention de l'État pour son fonctionnement. Nous avons négocié pour avoir des services et des tarifs adaptés. Nous avons donc négocié une nouvelle convention qui nous permet donc aujourd'hui donc leur apporter une subvention. Donc pour cette année, il y a 300 millions de francs CFA qui vont être dégagés comme subvention. Grâce à cet accompagnement, mais surtout au dynamisme de l'équipe, de la nouvelle direction, je pense que l'opérationnalisation donc de l'hôpital se renforce. Découvrant pour la première fois l'infrastructure sanitaire, la Première Dame s'est réjouie des capacités de cet hôpital. Comme tous les hôpitaux, bien sûr, il y a des choses à faire. Et je sais que nous, par exemple, quand on a commencé l'hôpital mère-enfant, au début, il n'y avait pas beaucoup de monde parce que les gens avaient peur de venir. Donc vous, peut-être que vous avez eu ce même problème. Donc je suis sûre que vous allez remédier à ça et trouver les solutions qui font que les gens se l'approprient. Mais par contre, ce que j'ai vu aujourd'hui, contrairement à ce que j'avais entendu, il y avait beaucoup de monde. Donc c'est une bonne chose et je vous félicite. Et je souhaiterais également, comme l'a proposé tout à l'heure Madame Passotti, que nous ayons également une collaboration entre l'HME et l'hôpital Moscati. Parce que je crois que nous avons beaucoup de points communs et ce serait quelque chose de formidable. Construit par la Fondation Notre-Dame de la Paix, la structure de cet hôpital a été pensée par Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Il est caritatif et géré par des religieux. De retour dans la capitale économique ivoirienne, on s'intéresse à cet énième cas d'incivisme de trop dans le secteur de la construction. Il s'agit de l'effondrement partiel d'un immeuble en chantier ce lundi dans la commune de Treichville. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, quoique des ouvriers sur le chantier aient été légèrement blessés. Le témoignage de Pierre Dipomelin et Karine Cassi. Treichville, avenue 9, rue 20. Le chantier de construction de cet immeuble dure depuis maintenant 4 mois, selon les témoins. Dans l'après-midi de ce lundi, la dalle du 3e niveau a partiellement cédé, faisant 3 blessés légers au nombre des 5 ouvriers qui étaient à la tâche. Bon, on est venu couler la dalle là matin. On est venu couler la dalle et puis bon, on était en haut, on avait commencé, la machine a commencé à mouiller le béton. Nous on était en haut, on était au nombre de 5 en haut. On avait presque fini une partie. Et puis un coup, la dalle est descendue avec nous. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y avait un technicien qui suivait les travaux. Là, je ne sais pas. Nous, on est des machinistes. Les gens ont nos numéros, on nous appelle, on dit bon, venez couler telle dalle dans tel quartier. C'est comme ça. On peut lire sur un pan du mur l'interpellation des services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui avaient déjà constaté une absence du permis de construire à la date du 17 novembre 2022. Ce chantier était déjà une inquiétude pour le voisinage. Moi, je suis allé avertir le Libanais 3 fois. Il dit, viens voir ce qui se passe. Il dit, il vient. La 3e fois, il m'a dit qu'il venait à 17h. Il n'est pas arrivé. Moi, ce matin, je me suis levé, je suis allé sur la dalle. J'ai vu qu'il y a un côté qui est en train de tomber là-bas. Nous, on n'est pas maçons, mais vraiment, quand on voit les travaux dont ils sont en train de faire là, vraiment, il y a problème. Sur le site, aucun panneau de chantier indiquant la nature de l'ouvrage, le maître d'œuvre, etc. Le chantier est tenu par des tâcherons. Quand tu te mets sur le chantier même, tu ne trouves pas directement le chef de chantier. Tu ne le trouves jamais. Jamais. Quand j'ai discuté avec le Libanais, il dit non, qu'il allait envoyer quelqu'un pour venir régler le problème et tout. Un autre acte d'incivisme malgré les interpellations du ministère de la Construction. Selon la nouvelle législation en la matière, tout projet de construction requiert un architecte qui veille aussi bien sur l'ensemble des procédures administratives et le suivi technique de l'ouvrage jusqu'à son terme. Aujourd'hui, 13 février, est célébrée la Journée mondiale de la radio. Ce puissant média est-il toujours aussi présent dans nos vies ? Dans le reportage qui va suivre, des professionnels de la radio se prononcent et évaluent son impact dans notre société. Ici, en Côte d'Ivoire, ce sont plus de 200 radios qui se disputent l'espace. Et au fil des années, comment évoluent les pratiques ? Les précisions de Mardoché Kwasi et Eric Kimou.
Koumassi, quartier Adjoukrou. Ici, dans cet atelier de couture, Choualio ne passe pas une seule journée sans allumer sa radio. Moi, j'écoutais la radio depuis dans mon village à Bonoukou. Tout ce qui se passe dans le pays, j'aime beaucoup les informations. Donc ça fait que j'écoutais la radio. Parce que la radio, c'est pratique. On peut écouter en travaillant. Diakaridja est quant à lui un auditeur de longue date. Il nous raconte son amour pour ce média. La radio, on se lève au matin ou bien à minuit, on écoute. Oh, même si on s'en va à ça pour voyer, il y a un petit, plus petit que ça. On s'en va supporter nos équipes avec. Mais tu es dans un stade, mais tu es à la radio aussi, tu écoutes commentaires des journalistes. On écoute la radio, puis on met, il y a un point on met pour musique. Souvent même tu te lèves, tu danses toi seul. Traversant le temps, la radio a su s'adapter au vent de la technologie. J'étais plus concentré sur la radio, la télévision n'était même pas développée. C'était la source principale d'information, donc vraiment j'étais concentré dessus. J'avais les radios à cassette, c'était à la maison. Nous on ne se promenait pas avec les radios, il y avait un petit radio en ce moment-là, c'était à la maison. Dès que je rentre, j'allume ma chose et puis je suis tranquille chez moi. T'imaginais même déjà dans ton petit coin, mais comment sont ces personnes, tu avais envie de les voir, vraiment. La radio faisait vraiment rêver. J'ai vu la radio avec cassette, avec les disques compacts et tout. Maintenant, aujourd'hui, tout est téléphone désormais. La radio, c'est aussi des histoires qui ne s'oublient pas. J'avais une manche en attrapé. Bon, ça résonnait boum boum boum, ça chante les chansons d'avant. J'avais un appel, c'est une dame, on appelle ça Gerk. C'est ça quand il vient, il était à Soubre, quand il vient, j'ai dit moi je veux danser Gerk. Et puis il fait mon grand frère main. Et puis quand il dit que moi il ne sait pas danser chez moi, je pleurais jusqu'à... Depuis sa naissance en 1925, la radio a toujours été un média de sensation. Marqué par la voix derrière la fréquence, les auditeurs en ont fait une voix qui les accompagne à travers le temps. Proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012, le 13 février est devenu la journée mondiale de la radio. Comme vous venez de le voir, la radio en tant que média a évidemment beaucoup évolué grâce en grande partie à l'attachement des auditeurs, vous les avez entendus. Si les uns sont nostalgiques de productions radiophoniques qui ont enrichi leur quotidien, d'autres révèlent et apprécient l'impact du média, journée mondiale de la radio, un sujet de Mardoché Kwasi. Lors de son ascension à l'indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire ne disposait que d'une station de radiodiffusion, dite Radio Abidjan, officiellement créée en 1951, qui deviendra en 1961 Radio Côte d'Ivoire. Cet instrument de communication a fait ses premiers pas dans notre pays avec des instruments et des pratiques qui ont permis aux acteurs de l'époque de faire rêver les auditeurs. C'était les Nagra, bon, si vous connaissez les cassettes, voilà, le matériau qu'on utilise pour enregistrer le son. C'était ça. Et puis, qui dit bande magnétique, dit également paire de ciseaux et scotch. Et du scotch spécialisé, bien sûr. La bande magnétique servait à enregistrer le son sur le Nagra, l'enregistreur qui était le Nagra. Ensuite, il fallait faire le montage, c'est-à-dire couper avec la paire de ciseaux amagnétique le passage qu'on voulait extraire pour notre journal. Mais la tâche n'a pas toujours été facile pour cette génération d'acteurs de radio des années 60 et 70 en Côte d'Ivoire. Ils ont dû surmonter bien des obstacles par leur travail et leur abnégation. N'importe qui ne venait pas parler à la radio, c'était l'instrument puissant de l'époque. Jusqu'en 63 avec l'avènement de la télé chez nous. Et nous nous sommes accrochés en travaillant sur les bases de ce qu'on a pu nous apprendre. Mais ce n'était pas souvent facile. J'avoue que le manque d'encadrement que nous voyons actuellement a existé à notre temps. Mais la radio en Côte d'Ivoire a fait du chemin. Elle s'est modernisée tant au niveau des équipements que des pratiques. On parle aujourd'hui de radio filmée ou de self-control. Des pratiques qui sont en train de révolutionner la radio. J'assure en même temps la partie technique et en même temps aussi l'animation. Je n'ai pas besoin de techniciens comme ça se voit dans le schéma traditionnel. Ça nous donne l'avantage de contrôler tout. Et puis, on n'est pas victime
de toute incompréhension avec l'autre qui est juste en face. Toutefois, il importe que la nouvelle génération garde en tête le professionnalisme et l'amour du travail bien fait pour pérenniser la radio, mais aussi et surtout une radio de qualité qui joue efficacement son rôle dans la nation. Actuellement, peu sont professionnels. Le but de la radio, c'est fabriquer des images mentales pour que les gens voient. C'est plus difficile. Il faut plus de culture. Il faut plus de savoir-faire. Ce qui compte, c'est le bon contenu. Nous devons faire en sorte que la radio ne meure pas. Une bonne jeunesse ne doit pas passer sa vie à tendre la main. Elle doit travailler. Parce que j'ai 3 mots qui sont importants pour moi dans la vie. Le travail, le travail, le travail. C'est à ce prix que la Journée mondiale de la radio aura tout son sens dans notre pays. Cette journée doit en effet donner l'occasion aux populations de célébrer la radio et ses bienfaits dans leur vie, à condition que ceux-ci soient perceptibles. Et cela ne sera possible que si les acteurs de radio s'attellent à produire des contenus de qualité. S'il y a bien un puissant outil de communication qui a considérablement réduit la présence de la radio dans nos habitudes, c'est bien sûr Internet. Avec les réseaux sociaux, le monde enregistre des outils d'échange de communication incontournables, importants mais non sans danger, car malgré leur grande utilité, les réseaux sociaux peuvent détruire s'ils sont utilisés sans précaution, notamment en matière de protection de données personnelles. Des images ou vidéos indécentes, des commentaires déplacés, le partage d'informations personnelles sont autant d'éléments qui peuvent faire regretter la présence sur les réseaux sociaux ou Internet tout simplement. Quelles mesures prendre pour une utilisation saine et raisonnable d'Internet et des réseaux sociaux? L'éclairage de Nadia Eidja et Mathurin Badé. Internet et les réseaux sociaux sont devenus le terrain de jeu favori de bon nombre de personnes dans la société actuelle. Un espace d'évasion et d'information dont l'accessibilité requiert quelquefois le partage d'informations personnelles. Bon, généralement, c'est les informations qu'on demande, telles que le nom, la civilité, fonction et autres. Je suis pratiquement tous les jours sur les réseaux sociaux. On fait des rencontres là-bas, comme les anciens amis perdus, tout et tout. Ce terrain amusant peut vite devenir glissant si l'on y prend garde. J'ai fait des commentaires sur les réseaux sociaux et ça m'a créé des problèmes au niveau de mon service. Et depuis ce jour-là, je fais très attention sur les publications. Commentaires compromettants, vidéos indécentes ou bad buzz pouvant ternir l'image ne manquent pas. Dans certains cas, une vidéo ou une photo anodine peut s'avérer à double tranchant, surtout que ces éléments traversent le temps. Parfois, on peut faire des vidéos on est avec des amis, on s'amuse, on se laisse un peu aller, on rigole, on fait une vidéo, on balance, dans 10 ans, on devient ministre, par exemple. Ça met à mal nos compétences, la réputation est touchée. Et parfois, également, la vidéo peut être utilisée d'une mauvaise manière. Dans l'ignorance, certains vont jusqu'à divulguer des données personnelles sur autrui, comme le cas de ces numéros de téléphone publiés il y a quelques jours sur Facebook par un utilisateur. Sans le savoir, il s'expose ainsi à la rigueur de la justice, comme le témoigne ce post de la plateforme Police Secours. En effet, selon la loi relative à la protection des données à caractère personnel, la publication non consentie de données personnelles est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende pécuniaire. Les peines encourues partent de 1 à 5 ans selon les infractions. Par exemple, pour l'usage en toute connaissance de cause de données informatiques frauduleusement acquises, la peine part de 1 à 2 ans. Tandis que pour interception et divulgation de correspondance électronique privée, les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison. Les victimes, dans ce cas, peuvent porter plainte à la PLCC en Côte d'Ivoire. Ils ont les moyens techniques de remonter les informations avec les adresses IP et les algorithmes pour découvrir qui est à l'origine de la diffusion de ces numéros de téléphone. Se référer à la législation en vigueur, mais surtout se poser les bonnes questions lors de l'utilisation d'Internet, c'est ce que conseille ce spécialiste de la protection des données. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir quelles sont les informations qu'on partage. Pourquoi on partage ces informations? À quelle fin? Si ce sont des informations à caractère commercial,
qui permet de pouvoir faire de la publicité ou permet de vendre un produit sur les réseaux sociaux, ces informations n'ont pas objet à porter atteinte à la personne. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les informations que je partage peuvent porter atteinte à la vie privée d'autrui? Parmi les informations à communiquer sur la toile, on trouve les noms et prénoms, le numéro de téléphone si nécessaire pour l'utilisation de l'application et l'adresse e-mail. Le reste, notamment l'accès aux photos ou vidéos personnelles, aux coordonnées bancaires, à la localisation et bien d'autres points, doit être soumis à une analyse préalable. C'est vrai qu'on a le réflexe quand on est sur certains réseaux, on arrive dans un restaurant, on donne sa localisation et tout, mais ça peut être dangereux. Donc généralement, moi ce que je conseille aux gens, c'est de finir votre soirée et quand vous rentrez, vous publiez. Je conseille également aux gens, pour les achats en ligne et autres, d'utiliser des cartes Visa prépayées parce qu'elles ne sont pas rattachées à un compte bancaire. Donc s'il y a un souci, vous êtes au moins protégé. Pour éviter les pièges, il faut surtout consulter la politique. Dans la politique de confidentialité, de protection des données personnelles ou d'utilisation des conditions générales d'utilisation, cherchez à savoir si on a une mention de droit d'accès. Ces différents paramètres-là permettent de savoir si l'éditeur ou l'application qui a été mise en place est en règle à minima des dispositions légales liées à la protection de la vie privée. Si les réseaux sociaux sont incontournables aujourd'hui, les spécialistes insistent sur l'utilisation avec précaution. En effet, de plus en plus, les recruteurs y font un tour pour en savoir davantage sur le profil du candidat. C'est la fin de ce journal après lequel vous pourrez retrouver votre émission Focus Faits divers qui s'intéresse ce soir à une épouse qui, en colère, a défiguré la prétendue maîtresse de son mari. Employée dans un débit de boisson, agressée avec une violence inimaginable, Marie-Louise a eu la vie sauve grâce à une transfusion sanguine effectuée de toute urgence. Si vous voulez tout savoir sur cette histoire inédite, ne manquez surtout pas Focus Faits divers dans quelques instants. Juste après Focus Faits divers, NCI Sport ce soir s'intéresse au sacre des éléphants de Côte d'Ivoire en 2015. Ils avaient réussi à imprimer sur le maillot orange, blanc et vert une deuxième étoile qui a consacré leur deuxième victoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Ce soir, témoignage à suivre dans NCI Sport. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous jeudi dans Sans Réserve. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.